Alors, la question qui me vient, c'est du coup, que faire quand un jeune refuse de gérer et ne se fait pas les bolus ou injections? J'ai pas les solutions miracles, hein, mais ce que je vous propose, c'est de considérer les choses selon l'idée qu'un adolescent a un peu de mal à exprimer les choses de façon verbale. Alors, dans ce cas-là, il y a une chose à faire, c'est de se demander si l'acte qu'il pose n'est pas une question qu'il pose. Il passe par l'acte pour essayer d'exprimer ses difficultés. Dans le cas où il ne veut pas gérer, on pourrait se demander s'il ne veut pas dire je refuse le diabète. Et d'ailleurs, il ne fait pas les bolus ou les injections. Et donc, cette idée-là, je ne fais pas les bolus ou les injections, c'est une idée qui est est-ce que vous pouvez m'affirmer que j'ai besoin de le faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Parce que évidemment, il va essayer de faire autrement. Ce qu'il fait en ne le faisant pas, il explore. Il explore à la fois les conséquences de ne pas faire et la réponse que peut lui donner son entourage. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Alors, ma fille est encore petite, 2 ans et demi, mais elle refuse que nous gérions. Elle veut absolument gérer elle-même. Faut-il que je la laisse gérer? Bien sûr, en encadrant et dans les capacités qu'elle peut avoir. L'âge. Eh bien, si une fillette de 2 ans et demi souhaite faire des choses, il faut absolument l'encourager et lui dire que par ce moyen-là, elle prouve qu'elle est une grande. Et c'est exactement comme lorsqu'elle demande à faire de la cuisine. Vous n'allez pas lui laisser faire toute la cuisine que vous voulez, ou qu'elle voudrait plus exactement, mais vous allez l'accompagner dans ce qu'elle peut faire pour lui dire qu'effectivement, vous la prenez pour quelqu'un qui a cette compétence et qu'on peut l'encadrer dans cette compétence, évidemment. Et je crois que c'est très important parce que cette capacité-là de l'enfant tout petit à faire, c'est s'approprier sa maladie, c'est s'impliquer dans le soin de quelque chose qu'elle considère comme étant son affaire, et il faut surtout l'encourager dans ce sens-là. Bien évidemment, il faut être à même de pouvoir reprendre la main chaque fois qu'elle dira ben non, je ne veux plus. Mais pour un petit moment, c'est je suis capable et regarde maman comme je suis grande. Et le mieux dans ce cas-là, c'est de dire eh ben bravo, je suis ravi, je suis très fier de toi. Mais on peut toujours t'aider pour le faire. Alors, bonjour, je trouve vraiment nécessaire qu'un jeune à partir de 15-16 ans puisse se rendre seul aux consultations. Dans la majorité des cas, ça les responsabilise. Je suis absolument d'accord avec ça si l'encadrement parental est là. Vous avez compris cette histoire de turbo et de frein. Eh bien, je crois qu'à partir du moment où le jeune pose des actes en disant je fais autrement que ce que vous m'avez dit et j'essaye de voir ce que ça donne, il faut qu'il puisse, en tête à tête avec le médecin ou le soignant, essayer de comprendre comment il peut se comporter à partir de cette expérience qu'il a accumulée. Mais pour autant, il faut que les parents puissent être là au début ou à la fin, plutôt à la fin d'ailleurs, pour la conclusion, pour qu'on puisse poser les choses entre adultes en face de l'adolescent et lui rappeler que c'est une chose très importante que l'on fait, nous adultes, c'est d'être là et de les encadrer. Ils ont besoin d'être rassurés, même s'ils vous disent ça me saoule. T'inquiète, je gère. Il y a le t'inquiète dedans. Il mesure que nous nous inquiétons. Pas une question, mais un remerciement pour vos interventions toujours posées, rassurantes, claires. Mais c'est gentil, j'adore la poésie aussi. À quel âge laisser un enfant DT1 en consultation seul avec le médecin? Eh bien, je vous dirais, laissez-le vous le dire. J'ai eu des cas d'enfants de 8 ans qui voulaient être seuls avec le médecin un moment. Et puis après, c'était plus le cas. Il faut toujours dire, bah, OK, vas-y. Et puis, ça veut dire, je te fais confiance. Tu es capable d'échanger.
Et je pense que ce n'est pas parce qu'ils veulent dire des secrets aux médecins que vous ne devriez pas entendre, c'est simplement parce qu'ils prennent une posture qui est je gère. Et surtout, encouragez-les, mais surtout aussi, soyez raisonnable dans cet encouragement, c'est-à-dire éviter de les laisser être responsables. Un enfant est capable de faire des choses, il mettra beaucoup de temps à pouvoir être responsable de ce qu'il fait, et c'est toujours aux parents de prendre cette responsabilité. Alors, nous, parents, nous pouvons prendre du recul. Oui, il faut prendre le recul et avoir aussi cette capacité de projection et aider l'adolescent à se servir de cette capacité que l'adulte a et que les parents donc, ont et que l'adolescent n'a pas encore pour pouvoir le guider, bien sûr. Alors, elle veut, par exemple, avoir le sucre à portée de main pour pouvoir se resucrer et réaliser les dextros elle-même. Bah, il suffit de l'encadrer, exactement comme dans le cas des allumettes ça, ou des couteaux. Ça a un côté dangereux, puis ça a un côté, je vais t'apprendre à bien manipuler cela. Et donc, je trouve que c'est très bien. Que répondre à un ado qui dit toujours « t'inquiète, je gère ». Eh bien, ça dépend s'il gère. C'est parfait. S'il gère à sa façon, on peut lui dire on peut essayer de t'éclairer sur une gestion qui aboutirait à des meilleurs résultats si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. Et rediscuter avec lui des résultats qu'on peut souhaiter. À partir de quel âge un enfant peut-il gérer un diabète quand il part à l'étranger sans ses parents? C'est comme beaucoup de choses, ça dépend de la maturité individuelle, mais moi je dirais pas avant 11-12 ans, raisonnablement. Encore une fois, il y a le faire, ça les adolescents tout jeunes sont capables de faire ça, mais il y a la responsabilité, elle doit être partagée avec un adulte, y compris jusqu'à 13-14 ans à mon avis, pour la plupart des jeunes. Parce qu'un adulte de l'entourage qui va à l'étranger avec lui, que ce soit un enseignant ou les gens qui le reçoivent, je pense qu'il doit être à même de dire j'ai vu, il a fait, tout va bien, sans le fliquer pour autant, mais l'accompagner. Je reviens à cette question d'être seul avec le médecin. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut préparer aussi et dire, tu vois, je t'accompagne maintenant, mais un jour, tu iras seul. Je t'accompagnerai jusqu'à la porte et puis j'attendrai que vous ayez fini de discuter pour conclure avec le médecin. Et je pense que c'est important de faire en sorte que par cet acte-là, eh bien, vous lui validiez la confiance que vous lui faites. Les relations entre parents et enfants sont comme celles entre soignants et parents. Elles sont empreintes de confiance. C'est ça qui permet de bien avancer. Alors, lui faire confiance, mais aussi faire en sorte de le responsabiliser, bien sûr, malgré tout ce que vous avez comme envie de le soulager, il faut quand même peu à peu qu'il comprenne que c'est son diabète et que c'est sa vie et qu'il faudra, avec votre aide d'abord et puis ensuite sans cette aide, qu'il puisse gérer les choses et qu'il se repose sur vous à 13 ans. C'est une bonne chose. Ça dépend des relations que vous avez avec lui pour ça et pour d'autres éléments de sa vie quotidienne. Il faut voir, est-ce qu'il se repose sur vous aussi pour son linge, pour le rangement de sa chambre, vous voyez, on voit bien
comment cet aspect du diabète n'est qu'un élément de la vie quotidienne des adolescents et comment ça se reproduit, recopie sur d'autres éléments de leur vie quotidienne. Je pense que les colos agidés aident nos enfants à s'accepter, à gagner en autonomie. J'espère qu'ils s'acceptent de toute façon, mais effectivement, les séjours de l'AJD me paraissent être un excellent moyen de tester ses capacités d'autonomie avec un entourage qui peut les aider. Et je suis bien persuadé que ça les aide parce que ça leur permet de voir les autres possibles. Et dans ce travail d'expérimentation, de recherche de l'attitude qui leur convient, eh bien, je pense que c'est quelque chose de fondateur au sens strict du terme. Le séjour AJD, c'est de pouvoir faire une étape supplémentaire dans son autonomie et pouvoir avancer. Avez-vous de la littérature à conseiller sur cette question de la relation de soins? Oui, vous pouvez, si vous aimez lire des choses qui sont un peu complexes, mais lire tout ce qu'a écrit Gérard Réac, qui est un de nos anciens de l'AJD, qui était secrétaire général il y a quelques années, et qui écrit énormément sur ce sujet-là. Mon fils de 18 ans me dit souvent, c'est mon diabète, je gère. Eh bien, je crois qu'il a raison. C'est son diabète. Et il essaie de couper le cordon du diabète aussi, malgré l'inquiétude que ça génère chez les parents et l'inquiétude que ça génère chez lui. Mais il en fait une affaire personnelle et je crois qu'il faut lui dire, effectivement, je dois te faire confiance dans ce sujet-là de ta vie quotidienne, comme dans d'autres sujets pour ce qui concerne les relations avec les autres, la façon d'approcher les toxiques et les drogues, enfin toutes ces choses-là. On est obligé de faire confiance. Mais c'est en faisant confiance que l'adolescent se sent responsable. Si on n'a pas confiance, il va aller chercher plus loin. Alors, il y a parfois des périodes où l'enfant demande du relais. Eh bien oui, alors ça c'est quelque chose d'important. Effectivement, je suis très content de cette question. On ne devient pas peu à peu d'une seule traite de l'enfant à l'adolescent autonome. On a des allers-retours comme des coups de balançoire et peu à peu, on a des allées vers la maturité et puis des retours en arrière. On a besoin de se faire cajoler d'une certaine façon et ces demandes de relais sont des demandes de souffler un peu dans les efforts qu'ils font pour devenir autonome. Il faut toujours être d'accord, toujours prendre en relais les choses lorsqu'ils le demandent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de reculer, mais c'est peut-être un moyen pour eux de mieux avancer ensuite. Merci pour vos conseils, Gary. Merci beaucoup, Gary. Ça me fait plaisir de savoir qu'un enfant a pu écouter ces conseils. Quel exemple de récompense pouvez-vous nous donner? Il ne s'agit pas de récompense au sens fais ça et je te donnerai un bonbon, si le bonbon peut être considéré comme une récompense. Il s'agit de la récompense morale que ressent quelqu'un lorsqu'il a fait quelque chose qui lui convient. Et par exemple, la fierté des parents, l'admiration des adolescents autour, des adultes, c'est le plaisir d'avoir une bonne note à l'école. Vous voyez, c'est ça la récompense. Et la récompense immédiate. Un adolescent qui est en seconde, il va avoir une bonne note, il va être ravi, mais il ne va pas faire comme l'adulte, se dire « Ah, c'est super, je vais avoir un beau métier plus tard et une place dans la vie qui sera sympa. » Non, il va juste s'occuper de sa note et ce sera ça sa récompense immédiate. Un grand merci. Eh bien oui, c'est bien que si vous avez compris que ça pouvait rassurer, et évidemment, c'est bienveillant. Merci encore, Gary, je suis ravi de vous écouter. Ça me fait très plaisir, moi aussi. En tout cas, les questions se tarissent un peu. Merci, Gary. J'aimerais juste vous encourager à considérer, parce que ça, c'est un travail qu'on fait en consultation avec les adolescents que je suis et avec les parents. Lorsqu'un adolescent fait autre chose que ce qu'on lui a proposé, même si c'est complètement à côté de la plaque, et
je crois qu'il faut le retenir comme une tentative, un essai, une exploration ou une façon d'exprimer une envie de faire autrement. Mais ce n'est pas toujours facile pour eux de dire, donc ils font. Et ne pas s'inquiéter parce que ça va se dégrader, parce que s'ils commencent à chercher, ils vont finir par trouver. Et quand ils auront trouvé, ils auront fait quelque chose qui est très important pour moi. On va passer de l'observance, l'obéissance à la règle dont je parlais dans mon topo, à l'auto-observance, c'est-à-dire la capacité d'un individu à définir lui-même les règles auxquelles il accepte de se soumettre parce qu'il a compris et qu'il a décidé que c'était ça qu'il lui fallait. Et je pense qu'il y a des tas d'exemples de façons de faire qui n'ont pas été décidées ni par les parents ni par les soignants et qui sont pourtant tout à fait adaptées. Alors, laissez-les faire. C'est un proverbe que j'aime beaucoup qui est éclairer le chemin n'est pas en décider. On est là pour éclairer. Alors, ça voudrait dire qu'on est des lumières, ce qui est peut-être un petit peu, ce qui manque un peu d'humilité, mais quand même, pour un adolescent, je pense que l'adulte est quelqu'un d'éclairant. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je pense, est-ce que les modérateurs peuvent écrire un petit mot là-dessus, sur le fait que la présentation sera disponible? Eh bien, vous me faites plaisir. J'aimerais beaucoup que votre fils puisse m'écouter, qu'il puisse aussi comprendre que les soignants réfléchissent à la place et à la responsabilité des jeunes. Oui, alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'oublier? Je me souviens très bien d'une fille de 13 ans à qui je disais tu oublies tes bolus. Ok, alors c'est quoi oublier à ton avis? Elle réfléchit pendant un instant. Vraiment, elle se pose pour essayer de comprendre ma question et elle me répond oublier, c'est quand à l'intérieur on ne veut pas. Comment on peut passer au-delà de ça, de ce plus fort que soi? Eh bien, c'est simple, il faut mettre des mots là-dessus. Il faut dire j'ai de la colère, j'ai du chagrin, j'ai du ras-le-bol. Parce que tant qu'on n'aura pas mis les mots sur les émotions qu'on ressent, eh ben, on sera contraint, comme elle le dit, c'est plus fort qu'elle, de réaliser des actes. Et pour moi, oublier son bolus, c'est vouloir oublier qu'on a un diabète, c'est vouloir ne pas avoir de diabète. Mais quelle est l'émotion qu'il y a là-dessous? Elle est parfaitement personnelle et c'est à elle de trouver ses mots à elle, personne ne lui trouvera. L'aide du psychologue est fondamentale là-dessus parce qu'il peut aider à formuler les choses, mais il ne trouvera pas pour elle ce qui se passe dans son cœur, dans ses émotions. Et c'est bien là que se situe le problème. Et on peut entendre qu'une adolescente n'ait pas envie de faire un bolus, qu'elle n'ait pas envie d'avoir un diabète, bien sûr. Et pas vouloir en parler, c'est pareil. C'est ne pas pouvoir en parler. Et je pense que ça peut être la raison fondamentale pour laquelle il y a besoin d'échanges collectifs, soit dans les séjours de la JD, soit en dehors des séjours de la JD, dans des réunions de TP collectives organisées par les équipes. C'est vraiment l'endroit où ils pourront trouver leurs mots parce que les autres en disent. Et ça leur permettra à eux de construire leur façon de faire. C'est difficile. Ben, c'est pris en charge par l'équipe. Il y a des psychologues dans les équipes. Alors, il n'y en a pas assez, hélas. Ça c'est un de nos combats, mais bien sûr. Et je crois qu'il faut envisager que le psy, c'est quelqu'un qu'on peut aller voir ensemble au départ. Quand je dis ensemble, c'est soignants et parents et jeunes, et pas dire aux jeunes, tu vas aller chez le psy parce que c'est toi qui as le problème. Non, non, nous avons tous un problème. Nous, les soignants, les adolescents et les parents ensemble, on n'arrive pas à trouver la solution. Allons le voir, mettons les choses au point une bonne fois, et puis après, le suivi pourra se faire efficacement avec le jeune seul en face du psy.
Ça vous a laissé sans voix pour les autres, mais en tout cas, les questions sont déjà tout à fait passionnantes. Je suis ravi d'avoir pu apporter quelque chose comme ça. Et la JD, bien sûr, merci de ce rappel. Ben, ce sujet passionnant, pour moi, c'est un sujet qui devrait être un phare dans la médecine et qui n'arrive que tardivement dans la formation médicale. Et c'est un de mes combats que de le mettre en avant pour dire ça n'est pas une rencontre entre un soignant avec des compétences et une maladie qui se passe, mais entre deux personnes qui ont chacune une compétence à apporter. Voilà. Alors, comment compenser avec nos autres enfants tout ce que notre relation particulière avec l'enfant malade ajoute? Quelle place? Eh ben, de la même façon, je crois que le dialogue est très important. De laisser à l'autre enfant, celui qui n'a pas de diabète, le droit d'être jaloux de ses soins, mais qu'il puisse le dire. Et pas en lui balançant, ben, est-ce que tu es jaloux du diabète, quoi? Parce que c'est quand même une attitude qui peut être désagréable pour l'enfant qui n'est pas malade de se retrouver mis de côté. Alors, quand il est mis de côté, ben, peut-être que le mieux pour compenser, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas le mettre en avant dans sa capacité à aider le frère ou la sœur qui a un diabète, dans sa capacité à comprendre, à rappeler, on peut lui donner des petites responsabilités et l'inclure dans l'équipe de soins familiale qui se constitue à l'occasion de l'arrivée du diabète. Mais c'est une vraie question que de laisser la place à l'autre enfant et en tout cas laisser par le dialogue l'autre enfant, les autres enfants dire ce qu'ils souhaitent de leur côté. Alors, quand toute la fratrie est éteinte, il n'y a plus de jaloux. Oui, mais il y a plein de compétences différentes. J'avoue que c'est mignon. Mais en tout cas, la jalousie, ça fait partie de la relation dans la fratrie. Et c'est une bonne chose que chacun trouve sa place et trouve que l'autre a mieux ou moins. Mais je pense que c'est important que l'enfant non diabétique soit accueilli dans la relation de soins et qu'il vienne à l'hôpital, absolument, et qu'il vienne poser des questions et qu'il puisse discuter avec le médecin ou avec les infirmières pour poser ces questions. Je pense que ça fait partie des choses tout à fait intéressantes. Voilà, changement de caté, ben, il faut les inclure. Le soin est à tout le monde, mais il faut aussi laisser le jeune qui a le diabète vivre sa vie avec son diabète et que ce ne soit pas un objet de soin non plus. Attention, il faut garder le fait que celui ou celle qui a un diabète est un sujet agissant et responsable et dont il faut être fier qu'il puisse agir. Donc, il faut le laisser agir aussi. Il y a aussi des enfants d'ailleurs qui jouent à la poupée avec du matériel de diabète et je pense que c'est un bon moyen aussi de les laisser participer aux soins en quelque sorte. C'est faire ce qu'ils font dans le jeu, c'est mimer la compétence de l'adulte dans un domaine avec un objet qui est une poupée ou un nounours. Ça leur permet d'être aussi celui qui soigne. Eh bien, la culpabilité des parents, voilà une excellente question. J'aime beaucoup ce problème-là. Enfin, j'aime beaucoup. Qu'on l'aborde, j'aime beaucoup. Les parents, ils ont 3 questions au début. C'est pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça me tombe dessus? Au bon Dieu, à la nature, à ce que vous voulez. Le problème numéro 1, c'est de dire effectivement que les parents sont responsables du diabète puisqu'ils sont responsables
du fait que cet enfant est en vie. Ils ont souhaité avoir un enfant, ils ont mis en route un projet qui en général est tout à fait réussi de leur point de vue et du point de vue extérieur. Et il y a une réalité dans la biologie, c'est qu'il y a une fragilité. Dès que vous allumez une flamme, eh ben, elle peut bouger, s'éteindre, et ça fait partie de la réalité de la biologie. Mais cette réalité du corps qui est fragile, eh bien, c'est assez difficile à accepter, effectivement. Donc, je pense qu'il faut se dire que si vous n'avez pas choisi la couleur des yeux de votre enfant, vous avez choisi d'avoir un enfant avec des yeux. Et si vous n'avez pas choisi qu'il ait un diabète, eh ben vous avez quand même choisi la vie pour lui. Et demandez-vous si c'était une belle vie que vous lui avez préparée, que vous lui organisez au jour le jour, malgré le diabète. C'est ça votre responsabilité. Après cette décision initiale, je voudrais avoir un enfant. Nous voudrions avoir un enfant. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser, à moins que vous ayez une dernière question. La kilianologie, j'aime beaucoup aussi, mais ça, c'est la compétence de Kilian qui a défini cette science-là. Ce n'est pas la mienne, je me suis contenté de l'écouter.